Messieurs et dames, bienvenue dans ces programmes spécialement conçus à la situation sécuritaire qui traverse la RDC. Vous savez comme moi que nos mamans, nos enfants dans la partie est de la RDC sont en ce moment sous la panique du groupe rebelle du M23. Et donc, en tant que Congolais, en tant que citoyen congolais, nous avons choisi de consacrer cette édition pour essayer de parler politique. Et donc, d'entrée de jeu, nous avons choisi d'inviter un analyste politique avec qui nous allons parler de tout. Nous allons essayer de, comme les Français le disent, d'apporter une pierre à l'édifice en tant que Congolais, en tant qu'analyste politique aussi. Et donc, sur ces plateaux, j'y reçois pour vous Messieurs Yash Mutombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, monsieur Chris Ouma. Déjà, à l'entrée de jeu, quels sont vos sentiments d'être sur nos antennes des Réelles Télévisions? Alors, bonsoir chers téléspectateurs. Merci en tout cas, monsieur Chris Ouma, pour cette invitation. Et il y a une précision que je m'aurais donnée sur mon identité. En effet, moi c'est monsieur H. Prince Mutombo. Je suis de nationalité congolaise, il faudrait encore préciser sur ça. Alors le sentiment que je reçois, en tout cas personnellement, je suis très content pour l'initiative. D'abord, je tiens à remercier Jérémy Van der Waal pour l'invitation et l'organisation. En tout cas, j'encourage. Il faudrait notifier aux téléspectateurs que c'est un regroupement de jeunes, donc voilà, nous sommes tous des jeunes intellectuels. Nous essayons tout simplement de faire nos efforts et le plateau allait bien, il y a le respect. Et je suis convaincu que le concept plutôt de l'émission ainsi que de la chaîne Réelle Télévision est en tout cas formidable. Je profite de l'occasion d'inviter de différentes communauté congolaise, partout où il se trouve, de ne pas hésiter de s'abonner dans la chaîne et profitez-en d'obtenir des belles informations au sein de la chaîne. Très bien. Alors, nous allons, comme je l'ai dit au départ, parler politique, parler de cette situation qui bloque, je peux dire, cette crise qui règne entre le Rwanda et la RDC. Et donc, d'entrée de jeu, nous allons parler du discours du chef de l'État. C'est vrai que nous avions vu dans le passé le président Tshisekedi qui a prononcé un discours que je trouve déjà qui énerve déjà la communauté internationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites dans ces discours? Qui cache au fait ce discours de M. Tshisekedi selon vous? Bon, écoutez, peu importe que cela fâche ou pas, je pense que la sortie médiatique ou le discours du chef de l'État ne consistait à répondre à l'invitation dont la population congolaise n'a cessé de crier depuis tant d'années. Déjà, il faudrait rappeler que c'est depuis cette histoire date de mois passés avec les événements qui demeurent un choc pour la population congolaise dans son intégralité. Ben, peu importe, mais il faudrait savoir que nous avons assisté à un discours du chef de l'État qui date du 3 novembre, il faudrait encore le rappeler. Et cela a pris 7 minutes. Et dans les 7 minutes, nous avons vu, je pourrais dire 2 ou 3 minutes, où le président de la République a condamné le M23 et quelques minutes qui ont suivi. Nous avons vu le président condamner aussi le Rwanda. Qui soutient, d'après les informations que nous avons pu voir avec le ministre de l'Information, Patrick Muyaya, qui nous a fait comprendre que le gouvernement congolais détient des éléments qui justifient le soutien du Rwanda auprès des terroristes M23. Et après, nous avons les 5 minutes qui restent, où le président de la République a fait appel à la mobilisation. Bon, c'est cette partie apparemment qui semble éveiller maintenant la communauté internationale que voilà, il y a des décisions qui vont certainement se prendre avec cette prise de conscience que le président a essayé de mettre sur la scène politique. Est-ce que vous avez dit quelque chose de trop important? Est-ce que cet appel à la mobilisation, est-ce une forme de guerre lancée par le président ou alors c'est juste une forme de pression que le président a mise au Rwanda? Bon, dire que directement c'est une forme de guerre, non, parce qu'il faudrait même aussi voir la position du
sorti du discours du président où il a présenté deux alternatives. Donc il y a la première alternative, il a évoqué la guerre. Au cas où la République ne prend pas gain de cause. Et la deuxième voie, c'est la voie du dialogue, par la voie diplomatie. Mais quand on essaie de regarder, lui-même prône sur la voie de dialogue par de la diplomatie. Alors, je ne peux pas directement rester sur ça parce que, écoute, la guerre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Ça, il faudrait préciser. Alors, s'engager directement sur cette voie, je ne pense pas que le Congo est prêt à ça. Il faudrait savoir que le Congo est un pays d'accueil où, depuis la naissance de notre pays, depuis les années 60, le Congo a toujours été ouvert à toute négociation, mais seulement quand l'intérêt de la République du Congo est mis devant la scène. Donc pour vous, vous ne pensez pas que la guerre serait une sorte, la seule voie qui peut faire en sorte que le pays de Grand Lac puisse respecter l'intégrité territoriale, si je peux... Je ne pense pas que le respect peut venir directement par la guerre. Je ne pense pas parce que la guerre, oui, la guerre elle se déclare, mais sur ce des faits, et après avoir puisé toutes les différentes... Jusque-là, la voie diplomatique... Non, mais elle n'est pas puisée, elle n'est pas encore épuisée, parce que la preuve en est, lorsque nous avons la suite du discours de la présidente de la République, mais nous sommes tous conscients qu'on a de différentes autorités qui ne cessent de descendre au pays pour essayer de calmer la situation, parce que c'est une alternative qui va certainement revenir si et seulement si nous n'obtenons pas gain de cause. Ça, c'est quelque chose de précision. Est-ce que déjà, pour vous, vous trouvez que la communauté internationale ne peut pas ramener la paix dans la partie Est? Parce que ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que cette partie est aujourd'hui considérée comme l'épicentre de groupes rebelles. Est-ce qu'on peut aujourd'hui compter sur la communauté internationale? Compter sur la communauté internationale, c'est être naïf. Et c'est d'attribuer la responsabilité d'un État comme le Congo, qui se dit souverain, à une organisation dont on retrouve différents pays. Pourquoi est-ce que... Je ne comprends pas si nous restons sur l'optique que notre situation va être résolue par une association ou un organisme X, c'est anormal. Si on va prendre l'exemple, pensez-vous que la guerre de Russie avec l'Ukraine, c'est les États-Unis qui viendra mettre de l'eau pour attiser le feu, pour calmer le feu? Je ne pense pas. C'est la responsabilité de chaque État, par le voie du dialogue, de prendre ces choses en main. Alors, si on doit espérer la communauté internationale, on a suivi avec les différents, la preuve en est. Antonio Guterres de la Nations Unies, qu'est-ce qu'il a évoqué quand on a posé la question sur la situation de l'Est avec le M23? Il n'était pas capable de justifier en fait la finalité dans laquelle on devrait s'attendre de eux. Vous voyez? Donc moi je pense qu'on peut tout simplement présenter des faits, mais tout en prenant nos propres responsabilités. Est-ce que vous avez relevé un sujet très important? Vous avez parlé d'Antonio Guterres qui a dit que le M23 aujourd'hui est considéré comme une armée moderne. Est-ce que cette déclaration a fait feu parce qu'il y a eu des réactions à Kinshasa qui n'ont pas apprécié cette déclaration du secrétaire général de l'ONU, qui a dit aussi que les M23 aujourd'hui a des équipements lourds, plus lourds que ceux de la MONUSCO. Est-ce que c'est une forme de pression que le secrétaire général de l'ONU a mis au Congo, que voilà, vous êtes en face d'une armée moderne? Peut-être que la vôtre n'est pas moderne. Comment jugez-vous cette... Bon, si je disais qu'aujourd'hui la communauté internationale ainsi que les différentes organisations et les pays voisins sont complices de la situation de l'Est. Certainement beaucoup diront non, moins encore eux-mêmes les initiateurs, mais quand on voit ces genres de déclarations, eh bien, ça doit nous remettre en question de savoir mais à quoi aboutit en fait les différents accords que nous avons signés. À quoi consiste la sortie ou l'appui ou bien la participation de la Nations Unies dans notre territoire. Si déjà ceux qui sont censés nous, entre guillemets, protéger la population de l'Est commencent à nous expliquer que voilà, vos adversaires sont même plus puissants que nous. Et la question va savoir, lorsqu'on leur posera la question de savoir, mais d'où l'armée M23 obtient ces armes? Il répond quoi à la fin? Il ignore. Donc si nous comprenons, le secrétaire général veut nous faire comprendre que la Nations Unies,
ainsi que la communauté internationale, ignorent les différents mécanismes par lesquels le 1-23 obtient les armes. C'est triste. C'est triste et comme je pense qu'il faut tout simplement commencer à revoir les différents accords que nous avons avec toutes ces organisations en fait. Aussi la déclaration du président du comité des sanctions du Conseil de sécurité qui dit que le Congo, parce qu'en ce moment nous sommes en guerre avec le Rwanda, mais comment expliquer à un pays qui est en guerre, on lui dit que vous n'êtes pas sous embargo, mais par contre il faut que vous puissiez mettre en avant, respecter le régime des notifications. Est-ce que c'est deux poids, deux mesures, ou est-ce qu'on ne veut pas ouvrir la boîte à Pandore? Comment pensez-vous qu'un pays comme le Congo qui est en guerre, mais qu'on lui interdit de pouvoir acheter les armes? Non, en fait, faudrait pas tout simplement embourber la population sur cette question. Je reste pragmatique, je ne dis pas que je suis ce que je veux dire à le monopole de la vérité, mais je suis que sur les faits. J'ai vu l'ambassadeur de l'Union européenne, si je peux dire ça ainsi, qui en RDC, qui a expliqué. Bon, en fait, il y a une différence. Il faudrait identifier que nous ne sommes pas sous embargo. Là, ça, c'est un fait. Nous ne sommes pas sous embargo. C'est la date depuis 2008, par la résolution 1807 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, c'est depuis lors que nous ne sommes plus sous embargo. Alors, nous passons de l'embargo à la notification. Mais la notification dans laquelle nous pouvons observer avec le Conseil de sécurité, c'est qu'elle semble sur la notification ne vient pas de nous. Ça aussi, c'est une précision. Lorsque nous partons acheter les armes partout, que ce soit n'importe quel pays, c'est dans les entreprises dans lesquelles nous achetons les armes qui doivent faire une notification au rapport des Nations Unies. Mais ce qui est touchant et aberrant, on se rend compte que, à ce qui paraît, d'après le rapport, les justifications de toutes ces entreprises, c'est que la RDC demeure dans la liste rouge. C'est-à-dire qu'il y a des armes qu'on ne peut pas s'approprier. Alors que nous savons que les armes que nous ne pouvons pas s'approprier ont été déjà listées par le Conseil national de la sécurité, tout ce qui va avec, tout simplement par le fait que les raisons sont justifiées par des armes, bon après on ne sait pas pour quelles raisons. Mais non, dire que, elle peut aussi, parce que ce qui est choquant, c'est qu'on ne comprend pas. Nous sommes dans un système, bon, nous acceptons, nous sommes d'accord que nous ne sommes plus sous embargo et que nous devons passer par la notification des armes que nous achetons. Mais pourquoi est-ce que, après la notification, revendique des choses que nous ignorons jusque-là sur des éléments clairs, nous comparer à eux, c'est choquant. Parce qu'on ne peut pas réduire un État comme le Congo à des individus comme le 1-23 ou le RDF ou tout ce qui va avec. Non, nous sommes un État, nous achetons les éléments, nous achetons les armes avec des justifications. Étant un pays État, libre et indépendant. Maintenant, comment on va nous réduire dans un simple fait que le Congo est, je sais pas moi, dans la sécurité, et que voilà, il y a une image qui est éternie. L'image est éternie par rapport à quoi? Est-ce que déjà, j'aimerais vite enchaîner aussi avec des questions qui viennent dans mon esprit. Nous avions vu la semaine passée, il y a l'Assemblée nationale qui a voté une loi qui interdit l'intégration, le mixage de groupes rebelles au sein de forces régulières, c'est-à-dire au sein de forces armées de la RDC. Est-ce que pensez-vous que cette loi ramène à une décadence déjà de groupes rebelles? Parce qu'il faudrait le dire que le groupe rebelle n'a qu'un but, c'est de intégrer l'armée ou les forces régulières de la RDC. Est-ce que pensez-vous que cette loi va ramener le déclin de groupes armés qui œuvrent dans la partie est de la RDC? Bon, ça je ne suis pas informé totalement qu'il y a une loi sur cette question. Ce que je sais, c'est qu'il y a une proposition de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Après, sur ce genre de questions, bon, je ne sais pas, mais je pense que ce n'est pas à l'Assemblée nationale pas de dicter, mais de prendre ces genres de discours rapidement, parce que c'est le gouvernement qui a des éléments qui vont connaître le cause-effet sur les propositions de 1-23. Mais qu'à ça ne tienne, je suis aussi d'avis que le mixage et l'intégration de ceux qu'on voit aujourd'hui comme terroristes n'est pas les bienvenus sur la table de négociation. Sous base de quoi? Mais écoutez, si vous voulez revendiquer que voilà, vous êtes en colère contre un régime X ou Y, je pense que la seule unique voie par la démocratie, c'est quoi? C'est la voie des élections.
Est-ce que pensez-vous que cette décision peut être une sorte de choix proposé par la communauté internationale? Parce que les rebelles, ça fait des années que les rebelles ne font que répéter la même chose, le mixage au sein des forces armées. Est-ce que pensez-vous que cette idée vient d'en haut ou c'est juste voilà, venu comme ça? Non, mais en fait, ils nous imposent d'aller négocier avec le terroriste du 1-23. Mais nous ne voulons pas, le Congo ne veut pas négocier. Mais c'est logique. Dites-moi, le Congo va négocier sur base de quoi? Depuis quand on négocie avec un terroriste? Comment peut-on négocier avec celui qui massacre dans la nuit tes enfants et le soir, le matin, on te dit va négocier au nom de la paix? Est-ce que le Congo est prêt Justice pour négocier? Le Congo est certainement prêt pour négocier que seulement par ses propres conditions. Négocions sur des conditions réelles, pas sur les émotions ou sur des négociations. Parce que moi, quand j'essaie de voir les différentes sorties médiatiques de ceux qui viennent pour calmer la situation, voilà, ils nous invitent au dialogue. Ok, le dialogue, elle est bon, nous allons. Mais pourquoi est-ce qu'on veut dialoguer avec le 1-23? Parce que nous, je pense que quand je suis les différentes interventions du gouvernement, on est prêt à dialoguer avec le Rwanda. Parce qu'on estime que c'est le Rwanda ils sont en train de armer le 1-23. C'est ça en fait. Le 1-23, s'ils veulent dialoguer avec nous, qu'ils passent par le Rwanda, qu'ils acceptent leur proposition. Mais quand on regarde aussi le 1-23, en fait c'est une confusion au sommet de différentes Nations Unies ainsi que de la République. Parce que d'un côté, je sais que c'est parce que la communauté internationale, je vais rapidement, ainsi que la communauté africaine, précisément l'Union africaine, en fait, pour eux, la situation qui se passe à l'est de la République, c'est un conflit intercongolais. Le 1-23 est pratiquement vu comme de Congolais qui revendiquent leurs droits. Alors que quand on suit le gouvernement, nous attribuons le 1-23 comme des terroristes dont nous leur accusons d'avoir des rapprochements avec le Rwanda. Alors automatiquement, nous sommes soumis à un système ou à un jeu où on nous livre à négocier avec des individus qui n'ont aucun intérêt sur le développement du pays ou sur l'épanouissement de la sécurité de notre nation. En parlant de négociation, est-ce que vous êtes d'accord avec la réaction de Moïse Nyarugabo qui dit fermer toutes les portes des négociations serait une erreur? Est-ce que cette position de Moïse, pensez-vous que c'est une position qui cache beaucoup de choses ou comment partagez-vous? Bon, moi je ne dirais pas, je ne connais pas la pensée de ce qu'il veut dire par ça, parce que je sais que quand il dit qu'il n'est pas bon de fermer toutes les portes de négociation face au 1-23, est-ce que le gouvernement congolais a fermé toutes les portes? Je rappelle que c'est un Tutsi, non, mais ça n'a rien à voir. En fait, c'est ça qu'il faut être. Il faut que nous, population congolaise, nous devons être sages à avoir des déclarations, parce que en fait, le plan machiavélique de tous ces dirigeants, c'est d'obtenir gain de cause en présentant des faits en accusant la République démocratique du Congo de jouer un rôle xénophobe envers le Tutsi, alors que c'est pratiquement faux. Lorsque les Congolais revendiquent la situation de l'Est, on les revendique étant Congolais, avec l'identité de Congolais. Alors, quand on accuse le Rwanda, on n'accuse pas le Rwanda sur les personnes, on accuse les institutions rwandaises, précisément l'armée rwandaise ainsi que leurs dirigeants. Donc, ça n'a rien à voir avec cette politique d'attribuer simplement le fait sur le Tutsi. Ce ne sont pas les Tutsis qui dirigent le Rwanda. Les Tutsis ont été accueillis par nous pour des raisons de guerre, dont le Congo a accepté. Mais après l'intégration de différentes propositions au nom de la sécurité du peuple Tutsi, aujourd'hui on parle de Banyamulenge, si je ne me trompe pas. Donc je ne pense pas que c'est sur cet angle-là qu'il faut facilement aller parce qu'il est d'un groupe ethnique qui veut faire ça. Je pense qu'il a juste parlé parce que s'il est élu étant congolais. Ça il faut préciser, il n'est pas élu étant que Tutsi. Donc s'il parle comme ça, c'est au nom de Congolais. Donc je n'aurais pas constant sur ça. Mais moi je pense que je ne suis pas d'accord parce que je ne vois pas où la seule unique porte que le gouvernement congolais a fermée, c'est le mixage et l'intégration au sein de l'armée, aux institutions. C'est la seule
S'ils veulent négocier sur les différentes choses, on peut parler. Je ne sais pas, parler sur les enjeux dans lesquels ils veulent que le gouvernement réponde à leurs besoins, on est d'accord, mais intégrer quelqu'un qui vient de nulle part, n'ayant aucune formation, ne peut pas venir demain pour les venir en général. Alors ceux qui ont commencé, qui ont fait des formations dans différentes procédures de l'armée, que doivent-ils dire alors? Très bien, nous sommes passés de l'AFDEL vers le CNDP, les CNDP vers... non, nous sommes passés de l'AFDEL vers les RCD, RCD, CNDP, CNDP M23, et tous ces groupes armés ne revendiquent que la même chose. On a parlé en long et en large de cette loi qui déjà a trouvé, je dirais, résurrection au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale n'a pas du tout été d'accord avec le mixage au sein de l'armée. Et il y a le fils de Museveni qui a dit que le M23 ne sont pas des terroristes. Il revendique une chose, le droit de Tutsi au Congo. Est-ce que la communauté Tutsi a aussi ses droits au Congo? Comment partagez-vous cette... J'aurais bien voulu qu'il nous explique en fait qu'est-ce qu'il veut dire par le droit de Tutsi au Congo. Parce que quand on parle de Tutsi, si on doit regarder les différentes généalogies de la République du Congo sur les différentes ethnies depuis l'indépendance, enfin depuis le colon jusqu'à l'indépendance, au moins on n'a pas connaissance d'un groupe ethnique Tutsi en RDC. Donc je pense qu'en fait, je n'ai jamais suivi le monsieur en question. Je le vois juste sur Twitter comment les différentes personnes l'attaquent. D'ailleurs, on l'accuse d'être bipolaire. Je ne sais pas comment je peux répondre à cette question parce que c'est infondé. C'est infondé parce que dire que le Tutsi réclame leurs droits, déjà quand je regarde la personne qui est en tête du 1-23, c'est pas un Tutsi, c'est un Congolais. Willy, c'est un Congolais. Qui d'ailleurs même dit être ancien membre de l'UDPS. Donc, je ne comprends pas le fondement. C'est ce qui laisse du flou dans ce qui se passe avec... quand on accuse, ce sont les éléments qui peuvent justifier en fait la participation de l'Ouganda et du Rwanda dans cette situation de l'Est. Très bien. Mesdames et messieurs, vous qui venez de nous rejoindre, sachez très bien que nous sommes sur ce plateau avec messieurs Yash Mutombo, avec qui nous parlons politique, avec qui nous parlons de la situation que traverse la partie est de la RDC. Et déjà, nous sommes en train de chuter. Nous allons prendre la toute dernière question pour clore ces premiers programmes consacrés à la RDC. Monsieur Yash, pensez-vous qu'il n'y a que le Rwanda qui est derrière le M23? Est-ce qu'il n'y a pas une force, par exemple, l'armée ougandaise, est-ce qu'elle œuvre aussi derrière le M23? Si, même si elle n'est pas annexée directement, mais il y a une participation, il y a une mémoire. Il y a une force, la force de l'EA qui combat le M23. Comment expliquez-vous? La force de l'EAC, de configuration, je ne sais pas comment on appelle ça, la communauté de l'Est africain. Et cette force qui dit que nous sommes là pour la diplomatie, comment des militaires peuvent imposer la voie diplomatique au pays? Chers journalistes, espérer que la solution de notre pays viendra d'ailleurs, c'est rester dans l'imbécilité de sa responsabilité. Okay. Parce que on a la preuve. D'abord, c'était le groupe en question viendra par Bunagana. On se rend compte qu'ils atterrissent dans l'aéroport de Goma. Et là, on apprend que ils sont là au nom de la pacification, de la paix, du dialogue. Je ne comprends plus le rôle, c'est quoi. En fait, quand on a commencé à plaider de cause pour savoir que nous sommes en situation de guerre, qu'est-ce qu'on parlait avec nos différents partenaires précisément. Je ne comprends pas, c'est triste. En fait, ce qui est important, écoutez, je suis pas contre sur les différents accords multi-sécuritaires qui les accords secrets. Pas les accords secrets, les accords réels, qui se prend avec des engagements vifs et clairs, de savoir que nous voulons ça et ça, pour des raisons X ou Y. Mais quand on essaie de voir comment est-ce que les choses se passent, maintenant, on se demande, est-ce que nous sommes conscients de ce que nous faisons comme acte? C'est ce que je me demande. Tout au départ, on a fait appel au groupe armé ougandais, le Rwanda, au nom de venir
apporter une main forte pour revendiquer le 1-23. On a vu de différentes chars entrer, mais sont-ils sortis par quel moyen? Ils sont sortis où en fait? Parce qu'on a vu les entrées, on est d'accord. Ils sont venus au nom de la paix pour essayer d'apporter main forte à leur confrère, le président Félix. Mais ok, comment sont-ils sortis après? Après, quand vous voyez le Anthony Guterres qui explique après, que ben voilà, ils ont le 1-23 est un groupe avec dont ils ont des armes sophistiquées. Mais les raisons sont claires. On ne comprend pas. À un moment donné, c'est ce que moi j'aimerais dire. Ce n'est pas parce qu'on est sous le président que cela fait de nous quelqu'un de jeune, irréfléchi ou qui n'aime pas le pays. L'amour du pays ne se résume pas sur les individus. L'amour du pays se résume sur les institutions établies de notre pays. Très bien. Alors, Monsieur Yash, j'aimerais bien continuer avec vous, mais malheureusement, les temps ont fait défaut. Donc, quel serait votre dernier mot face à cette situation? Moi, j'ai toujours dit, je pense que je le dirai toujours, prenons conscience de nos responsabilités. Que chaque personne, moi, je soutiens le FARDC, ils ont totalement mon soutien et je suis très triste de la situation que nous traversons. Cela fait plus de 20 ans que la RDC vit cet événement. Donc, déjà que je suis membre d'aucun parti politique, il faudrait toujours le préciser. Mais pour ce qui est de la République démocratique du Congo, j'ai toujours été à l'écoute et j'ai toujours été là pour parler. C'est quand il faut toujours parler. Donc, ce que je peux dire comme conseil, prenons conscience. Chère autorité, je pense que nous étant jeunes, l'État c'est pas toi, l'État c'est pas moi. L'État ce sont les gens qui ont des décisions au sein des institutions. C'est les présidents, c'est les ministres, c'est eux l'État. Tout ce que nous essayons de faire, moi et toi, c'est que nous essayons tout simplement de faire valoir aussi nos mécontentements de la situation de l'Est. Mais notre pouvoir est limité. Le seul unique pouvoir que moi et toi nous avons, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous parlons, nous revendiquons, nous interpellons les différentes organisations, les ONG, que à l'Est, ça ne va pas. Au nom de quoi? Au nom des intérêts machiavéliques des Occidentaux. Ça, il faut toujours le préciser. Donc, voilà en tout cas ce que je peux dire. Très bien. Comme l'a souligné M. Yash Mutombo, futur candidat à président en 2028, on l'espère bien en tout cas. Alors, il a si bien dit ici, prenons conscience de nos responsabilités. Nous sommes tous derrière nos FARDC en tant que Congolais, en tant que citoyens congolais. Nous voulons qu'il y ait la paix dans cette partie Est. Ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que nos parents souffrent dans cette partie-là. Mesdames et messieurs, j'aimerais clore cette émission, j'aimerais clore ces programmes qui est spécialement conçu pour la RDC. C'est le premier numéro. Nous avons eu l'opportunité de recevoir pour vous Monsieur Yash, avec qui nous avons vraiment parlé à fond du Congo. Et je pense qu'on va se retrouver prochainement. Je remercie Monsieur le DG qui a été derrière la caméra, Monsieur Jérémy. Je remercie également ceux qui nous suivent en ce moment à Kinshasa et également à ceux qui sont dans la partie Est. Ténéfort, Tokolonga, comme on dit en Lingala, nous allons y arriver, nous allons vaincre ces groupes rebelles. Prenez soin de vous, on se retrouve prochainement. Bye bye.